Voilà, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Adriana Nitescu. Je suis maman, mais dans mon temps libre, je fais architecte et développeur. Donc, je m'intéresse beaucoup à la programmation pilotée par les tests, au pair programming. Quand on le fait, quand on commence à le faire, on ne peut pas faire autrement. Et également au domaine driven design. J'aime aussi faire des randonnées, du vélo, regarder Star Trek et dormir. Donc là, à la fin, vous pouvez retrouver les sources sur le GitHub que je viens de créer pour Devoxx, donc Adriana, et vous pouvez me suivre sur Twitter. Je publie, mais pas forcément l'informatique. On commence. Donc là, notre sujet s'adresse aux entreprises qui ont des applications, des grosses applications de type batch, qui intègrent et qui échangent des dizaines de gigas de données. Donc on est là pour voir une des solutions possibles pour développer ou rendre ces applications plus faciles à développer, plus maintenables dans le temps, scalables, faire un peu de streaming, voire plus, exploitables et déployables dans le cloud. Donc pour cela, je vais prendre un exemple très concret qui m'arrive tous les ans. Donc, écrire la lettre au Père Noël. Donc, il y a à peu près 1 milliard de jouets et donc il faut en choisir 10, mais il faut les intégrer tous dans mon système. Quel est mon use case? Donc, en tant que patron de ma maison, je veux acquérir l'ensemble des jouets vendus par tous les grandes enseignes de jeux afin d'aider mon enfant à écrire sa lettre au Père Noël. Simple. Comment fait-on? Donc, j'ai finalement, les enseignes de jeux, ils m'envoient des fichiers. Comme dans toutes les boîtes, on envoie plein de fichiers qui font des milliards de lignes. Donc, je vais prendre du Spring Batch, je vais développer mon application parce que voilà, ça marche très bien, que je déploie sur un serveur de traitement. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Spring Batch, c'est un framework dans l'écosystème de Spring qui permet de développer des batchs qui sont performants, qui sont monitorés, etc. Donc, c'est un super framework. Et dans la nomenclature de Spring Batch, un batch s'appelle un job, et un job a plusieurs steps. Donc, comme ça, on peut modéliser le workflow applicatif avec ce produit. Donc, si je reviens à mon exemple, évidemment, je me suis complètement trompée. Il y en a encore des jouets. C'est pas grave, je vais utiliser Spring Intégration et je vais déléguer une partie des traitements sur un autre serveur. Très bien, mais non, en fait, il y en a plus. Mais j'en rajoute 2 autres. Simple. Et encore 2 autres. Simple. Mais à la fin, donc au fur et à mesure du temps, mon application est devenue un monolithe distribué. Ce qui avant, ça semblait une bonne idée, mais là, c'est complètement ingérable. En fait. La configuration, elle est statique. À chaque fois, il faut redéployer en production. À chaque fois, il faut faire des tests. Il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Donc là, même si on était de bonne foi, voilà, notre application, elle est devenue au fur du temps une grenouille radioactive. Voilà. Et sincèrement, ça ne donne pas envie de l'embrasser. Je sais ce qu'il y a derrière. Donc là, tant que la configuration elle est manuelle et statique, la complexité elle est énorme. L'humain, il ne peut plus la gérer. Donc il faut faire quelque chose. Très bien. La machine, par exemple, va gérer cette configuration, le faire automatiquement. Mais je veux que si elle le fait pas n'importe comment. Je veux pouvoir utiliser plusieurs serveurs de traitement d'une manière simple. Je veux que la distribution et la scalabilité soient automatiques. Je veux que l'application reste facile à développer, à maintenir dans le temps, et qu'au runtime, donc elle soit résiliente et exploitable. Donc là, on revient à notre use case. Donc on a notre beau monolithe qui fait tout. Comment on fait pour le casser? Mais c'est assez simple. Déjà, on voit les 3 fonctionnalités. On peut découper en faisant une brique logicielle pour chacune. Donc comme ça, on a 3 briques logicielles qui sont indépendantes. Mais comment faire pour communiquer, pour les faire communiquer? Il y a des données qui circulent. Ben, c'est simple, je vais utiliser des événements. Donc les applications,
que je vais appeler des services, vont se connecter à un broker, donc à un middleware, et ils vont définir des canaux d'entrée et de sortie pour produire et consommer des messages. Très bien. Mais après la scalabilité, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien qu'en fonction de la charge, je peux rajouter ou enlever des instances de mes services automatiquement. Donc, pour continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quels sont les concepts qui existent dans le développement pour le cloud avec Spring. Et le premier, c'est les tasks. Donc, les tasks, qu'est-ce que c'est? C'est des applications qui ont une durée de vie limitée, qui peuvent être exécutées à la demande, qui peuvent être schedulées ou exécutées sur un événement. Donc, exactement comme un batch. Spring Cloud Task, c'est un framework qui permet de développer des tasks. Et donc, on peut l'utiliser pour le mettre au-dessus de Spring Batch, et ainsi notre batch va devenir une task. Et on peut le déployer dans le cloud. Donc, après, on a des applications qui ont une durée de vie illimitée. Donc, ces applications sont connectées à un middleware, ils consomment et produisent des messages. Et Spring Cloud Stream, c'est un des frameworks proposés par Spring pour développer ce type d'application. Et bien sûr, il y a Spring pour Kafka qui fait que Kafka peut être utilisé très facilement avec Spring. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon application monolithique de départ, donc elle est devenue une chaîne d'applications développées. C'est des applications qui sont Spring Boot, qui sont développées avec Spring Cloud Task ou Spring Cloud Stream et connectées via Kafka. Donc, à la différence d'une task, donc une application de type Spring Cloud Stream, donc elle est connectée à un middleware, donc via des canaux d'entrée et de sortie. Ces canaux sont injectés automatiquement par le framework et elles sont connectées au middleware via un binder, une interface qui s'appelle binder. Comment on fait pour développer? Avec des dépendances Maven et aussi avec une annotation, enable binding, qu'on peut utiliser avec une des trois interfaces, source pour produire des messages, processeur pour consommer et produire, et sync pour consommer. Donc on voit que le code applicatif, il est indépendant du middleware. En plus, ce que c'est bien, c'est que pour ceux qui connaissent le DDD, donc mon métier, mon domaine, il est isolé, donc il est indépendant. Mon application de type Spring Cloud Stream va déléguer ces traitements métiers au domaine. Et pour se connecter à Kafka, on va utiliser une implémentation qui s'appelle Kafka Binder et qui, par défaut, donc il va rajouter une topic pour chaque entrée et sortie de l'application. Très bien. Donc là, on a développé nos applications, mais j'ai tout. Mais comment je fais pour définir leur connexion, donc pour orchestrer l'infrastructure? Comment je fais pour les déployer facilement? Comment je fais pour avoir la scalabilité dynamique et automatique? Comment je fais pour les monitorer en temps réel? Tout ça en toute sécurité. C'est une surprise pour quelqu'un? Quelqu'un peut savoir, peut me dire? Avec Spring Cloud Dataflow, évidemment. Donc là, on va essayer de faire un peu de codage, mais suivi d'une démo du produit. Mais avant, voilà notre plan. Donc on va partir d'un batch qui fait tout, et on va garder quand même la lecture des fichiers. Donc, on va transformer notre batch en task, la task de jouer. Cette task, elle va utiliser une source qui, elle, va produire des événements de type toy et consommés par l'enfant, par un processeur, qui, lui, il va émettre des souhaits. Et le signe de la lettre va écrire la lettre. Voilà, je vais m'asseoir.
Je vais ouvrir IntelliJ et on va le mettre en mode présentation. Voilà. Donc, on retrouve nos modules. Donc, ça, c'est le domaine. C'est le métier de mon application. Avec les 3 bandits de contexte. Donc, celui des jouets. Donc, on a les représentations d'un jouet et un événement. Celui de l'enfant. Donc, un service qui va consommer qui va émettre des souhaits. Et la lettre. Voilà, la voici. Puis, on a le job, et je les ai mis dans le même module pour simplifier un petit peu. Donc, pour ceux qui font du Spring Batch, on sait que pour faire du Spring Batch, il faut rajouter 7 dépendances au niveau du POM et au niveau de l'application Spring Boot, la notation Enable Batch Processing. Mais là, on a dit, je veux que tous les batchs sont des tasks. Mais rien de plus simple. Je vais rajouter cette dépendance, Spring Cloud Starter Task, et la notation Enable Task. Donc, de cette façon-là, tous les jobs qui sont définis dans ce module vont devenir des tâches. Donc voilà, là, c'est la définition de mon job. Donc, que j'ai fait avec le DSL de Spring Batch. Et on a vu aussi que la task, le batch, à chaque fois qu'il lit une ligne dans le fichier, à chaque fois qu'il lit un jouet, donc il va émettre un message. Donc pour cela, on va développer la source. Donc on va utiliser la notation Enable Binding avec l'interface source. Donc, le framework, il va injecter automatiquement une instance de source. Donc, on utilise AutoWire. Et puis, donc, la méthode send qui prend comme paramètre un jouet. Et là, j'ai rajouté juste le flag s'il est disponible ou pas. Donc, on l'utilise pour envoyer un message. Donc, ça vient de Spring Intégration. Donc, tout se base sur Spring Intégration. Très bien, mais comment on sait qu'on utilise du Kafka? Donc, en plus de la dépendance vers Spring Cloud Stream, on a rajouté aussi la dépendance vers Spring Cloud Stream Binder Kafka. Donc, comme ça, le framework Spring il va détecter automatiquement qu'on utilise du Kafka. Très bien. Donc là, on a vu que donc on lit le fichier et puis on va aller dans le processeur. Le processeur, on va retrouver exactement les mêmes dépendances. Donc on va avoir le Spring Cloud Stream et Spring Cloud Stream Binder Kafka. Et au niveau de l'implémentation, donc du processeur, donc on va utiliser la même annotation Enable Binding avec la classe processeur. Donc ça, c'est des classes qui sont fournies par le framework. Mais par contre, la méthode, elle est annotée avec la notation transformer qui prend comme propriété le canal d'entrée et le canal de sortie. On peut très bien implémenter des interfaces qui sont à nous, mais pour simplifier, cela, c'est très bien. Donc là, on reçoit un événement de type toy et on envoie un événement de type wish. Et le métier, donc tout ce qui est métier, tout ce qui est traitement métier, est délégué au domaine. Très bien. Donc là, comment on va écrire la lettre? Donc là, par exemple, j'ai créé une classe. Pour l'instant, il n'y a pas de notation. Et avec une méthode WriteLetter qui a un paramètre, un événement. Donc, elle va consommer un événement de type souhait. Donc là, déjà, je lui dis, si je ne vais pas connecter,
Je vais la noter comme component. Et puis, je vais injecter l'objet du domaine avec AutoWire. Très bien. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, si je fais un souhait, attendez, parce que là, c'est pas simple hein, sur le Mac écrire ça. Hein. Donc, letter.addWish de event. Voilà. Super. Mais là, il faut quand même dire que c'est un sync. Donc, component, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va utiliser enable binding. Et avec la troisième interface qu'on a vue, donc sync. Et c'est là la méthode. Donc, il y a une troisième annotation qui existe, qui s'appelle streamListener. Et on va écouter sur quel canal? Sur celui de sync. Parfait. C'est assez simple. Donc voilà, on a écrit notre sync. Hop. Je vais le fermer. Donc là, j'ai installé Spring Cloud Dataflow en local. Et il y a des distributions qui existent pour Cloud Foundry, pour Kubernetes. Et donc, mais bon, pour la démo, je l'ai installé en local. Donc là, on va voir le produit, à quoi il ressemble. Ça va, vous voyez? Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on voit que la première chose qu'on doit faire, c'est ajouter nos applications. Donc, on peut le faire manuellement une par une, donc en spécifiant leur nom, leur type. Donc, on retrouve les 4 que je vous ai montrés, et un URI vers un repository Maven, par exemple. On peut aussi dire que j'ai un serveur de configuration avec Spring Config, mais pour la démo, je vais essayer les importer par l'eau. Donc là, non. Hop. J'ai sauvé dans ici. On va essayer de les copier. Voilà, donc on regarde, la syntaxe elle est simple. Donc on a le type, le nom et l'URI. Donc là, pour moi, c'est mon repository local. Donc là, on va dire très bien, importe-les. Donc on va retrouver la task, la source, le processeur et le sync. On va importer les applications. Donc on les a là, on voit leur type, on voit la source et la version. Ça, c'est assez important. Donc là, très bien, on a les applications, on va définir les streams. Donc pour définir les streams, on va dans le menu et on va choisir, donc créer les streams. Je vais réduire, comme ça vous voyez mieux. Donc là, on retrouve la source, donc celle qui produit les événements de type jouet. On va retrouver l'enfant qui va les consommer et le sync qui va écrire la lettre. Donc là, je vais définir je vais orchestrer mon infrastructure en disant, lui, voilà, il est lié à ça, lui, il consomme de là, et lui, il consomme de là. Et on voit que donc ça, c'est visuel, mais également, il y a un DSL, parce qu'on peut faire tout ça en ligne de commande. Très bien, donc là, on a créé le stream, on va lui donner un nom, letter stream, donc c'est le stream qui va créer. Donc là, quand on arrive sur la liste, on le voit,
On peut regarder à nouveau, surtout sur des workflows qui sont un peu plus compliqués. On voit qu'il est undeployed. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déployer. Donc pour le déployer, il y a plusieurs façons, soit avec un builder, soit avec un free text. J'avoue que le free text, c'est trop compliqué pour moi. Donc je vais prendre le builder. Donc comme plateforme, je vais utiliser celle qui est en local. Je vais lui donner assez de mémoire, 512 mégas, 3 CPU, 100 mégas de disque. Et là, c'est le nombre d'instances. Pour moi, c'est mon service. Par défaut, je veux dire je vais en avoir un. Mais par contre, pour les enfants, ils sont assez urgents. Je vais avoir 3. Les enfants, ils ont plein d'énergie. Donc là, ils peuvent faire plein de choses. Donc, on va déployer notre stream. Par défaut, on garde les versions par défaut. On va déployer notre stream. Donc là, il est en train de déployer. Donc, on voit aussi au niveau du runtime que donc les 3 applications qui sont en train de déployer, on voit la version et le nombre d'instances. Et si je reviens sur le stream, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'information. Donc, on voit la définition, les noms des applications qui participent dans la construction du stream, le nombre d'instances de chacun, la mémoire et la version. Très bien. Donc, on va laisser notre stream se déployer et on va définir notre task. Donc, la task, c'était, on rappelle, celle qui va englober le job qui lit les fichiers des jouets. Donc, on va aller dans le menu des tâches et on va faire Create Task de la même manière. Donc, je vais agrandir. Encore une fois, on a un workflow qui est simple. Donc, on prend la task. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va démarrer et elle va se finir. Aussi, on a le DSL. Donc là, on va créer la task. On va l'appeler ToyTask. Et de la même façon, donc on a, bien sûr, il est dans un état inconnu, donc on ne l'a pas encore fait tourner. Et l'information, l'application qui est utilisée pour sa définition, on voit le graphe, on voit son graphe, et pour l'instant, l'exécution, donc elles sont pas, on n'en a pas, on ne l'a pas démarré. Est-ce que les streams sont démarrés? Très bien. Donc là, on voit que les streams sont en état deployed. Donc ça veut dire que mes services sont en train d'écouter. Très bien. Donc je vais pouvoir lancer mes tasks. Je vais les lancer à la main. Donc on peut voir qu'on peut donner des arguments ou des paramètres. Par exemple, on peut dire je veux que telle tâche va lire tel fichier de tel enseignant. Donc là, j'ai lancé une. En fait, j'ai envie d'en lancer plusieurs parce que j'ai énormément de jouets à traiter. Très bien. Donc là, je vois que les tâches ont commencé, mes 3 tâches ont commencé à s'exécuter. Donc on va aller au niveau des streams. Et qu'est-ce qu'on fait pour monitorer? Avec Spring, vous savez, on a Micrometer et Actuator, et avec Spring Cloud Dataflow, donc maintenant c'est connecté avec Prometheus, qui est une base de données time series, et on peut regarder des dashboards de Grafana. Donc, quelles sont les informations qu'on a? Donc, on n'a pas d'erreur, c'est déjà bien. Donc, on a la mémoire, on a le CPU, on a le nombre d'applications qui sont en cours, on a la latence, les threads, voilà, et la mémoire. Et au niveau des applications, donc on a presque exactement les mêmes. Et on voit aussi quels sont les canaux les channels que Spring a créés par défaut.
Donc là, on voit aussi que pour les jobs, donc il va créer des canaux pour envoyer des événements liés au job. Très bien, donc les streams, je peux les monitorer. Mais comment je fais pour monitorer les tasks? Ben, avec les... Je ne sais pas si vous connaissiez, avant, il y avait Spring Batch Admin, voilà, qui montre la même information. Donc là, on va voir le détail. Donc on voit que le job c'est fini. On voit le step des jouets qui a lu 10 000 jouets, il a écrit 10 000. On peut rentrer encore plus en détail et encore plus en détail. Donc jusqu'au nombre de commits, jusqu'au temps très précis, etc. Et donc on voit bien qu'il y en a au niveau des tasks. Si je viens là, donc je vois bien que c'est des applications avec un temps de vie fini, donc on a une date de fin. Par contre, le runtime fait tout ce qui est stream, il est toujours en vie. Je peux exécuter d'autres tasks au fur et à mesure. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc là, on a vu, c'est très simple à développer des applications comme ça. Et voilà, et on a réussi à remplir et à suivre notre plan. Maintenant, pourquoi cette solution? La première chose, c'est parce que Spring, tous les batchs qui ont été développés avec Spring Batch peuvent migrer facilement. Donc, il faut juste rajouter une dépendance et une annotation. Et dans le batch, il migre vers le cloud. Donc, même comme une première étape, même si on ne split pas le batch, même si voilà, on ne va pas trop loin, au moins, on peut faire ce premier pas qui est assez simple à faire. Après, donc ce que j'aime bien, c'est que mon domaine, il reste indépendant des composants d'infrastructure qui sont très bien gérés par Spring. J'aime bien aussi qu'à l'intégration, donc je suis complètement indépendant du middleware. Si demain je veux utiliser autre chose que Kafka, ben c'est assez simple, en tout cas au niveau du code. Et puis, c'est du Spring. Donc, Spring, il y a une grande communauté. C'est un projet vivant. Voilà, il y en a. Il met le cadre dans une grande entreprise. Donc, on peut avoir des normes, etc. Donc, les gens, ils ne sont pas perdus. Et puis, tout ce qui est au niveau de l'infrastructure, donc, on peut avoir du Cloud Foundry, on peut avoir du Kubernetes, et ça marche très bien. Et ce que j'aime aussi, c'est que le Spring Cloud Dataflow gère tout pour moi. Donc, j'ai vraiment la possibilité de me concentrer sur le métier de l'application, parce que, croyez-moi, déjà ça, c'est très compliqué. Voilà, merci beaucoup.